Ja, Normalerweise ist es ja da. Hat man. ja, hallo. Da hört man schon. Perfekt. Da, Ja, ja. okay, da Alles hört man. klar, danke. Super. Muss wir jetzt aufpassen, was wir sagen. Ne?
bisschen im Sport und Sportmanagement. Und die wollten auch ihre Ausbildung, die sie in Luxemburg akkreditiert haben, dann nach Yeah, it's Ägypten cool. und so weiter It's really good. It's a good dann über place. Online-Formate exportieren. Zeigen. Aber gesagt, das Modell ist noch nicht durchdacht und sie sollten vielleicht auch mal ein bisschen die Finger von lassen. Ne? Also in Deutschland haben die nur den Status einer Fachhochschule. Das ist immer der Unterschied. Fachhochschule darf nur lehren Ja, ja. und Universität muss. Muss forschen, ja. Ja. Aber natürlich Hier- gelten die Uni-Zeugnisse mehr als die Fachhochschule. Ja, ja. Hold up. Bonsoir tout le monde. C'est génial. Il y en a beaucoup de jours ici. Donc, premièrement, c'est vraiment bien de voir tellement de gens ici. C'est le lancement de le Digital Learning Hub et c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour le Luxembourg. Maintenant, depuis quelques années, l'informatique et la digitalisation ont changé complètement notre perception du monde et notre quotidien. Le Luxembourg n'échappait pas à cette évolution. Et en effet, au cours des derniers 20 ans, notre pays a connu une importante diversification, transformation digitale avec une ambitieuse volonté politique. Depuis les premiers investissements importants dans les infrastructures, comme le broadband, pour avoir une meilleure connectivité internationale, jusqu'à le data center de pointe et la création de centres de recherche. Le Luxembourg s'est classé en tête en Europe, mais aussi du monde pour le changement digital. Aujourd'hui, plus que jamais, le Luxembourg continue de construire la stratégie d'innovation axée sur les données pour la création d'une économie durable. Mais avant, je continue. Je vois, il y a pas mal de visages qui sont en train de regarder ça, c'est un bel accent. En fait, je viens de loin. Je viens de la Nouvelle-Zélande. Et donc, j'excuse déjà un peu en avance pour massacrer un peu le bel langage volontaire. Mais c'est bien parce que grâce à le fait que je viens de loin, j'ai eu la chance de voir le changement et la transition et la transformation digitale à Luxembourg, point de vue externe, depuis plus que 10 ans. Donc, en fait, j'ai créé mon société, TadoWeb, qui est focalisée sur les données, c'est focalisé sur le small data en 2011. Et pour moi, c'est un véritable honneur et bonheur de voir la détermination d'un pays comme Luxembourg à adopter une stratégie focalisée sur l'économie digitale. C'est grâce à cette mentalité nationale
que j'ai arrivé et grandi mon société à plus que 100 gens, avec des bureaux à Paris, à Londres, à Ottawa, et vraiment créer une société qui est basée sur la data depuis 10 ans. Sans la mentalité de l'appréciation pour l'importance de l'innovation, ce n'aurait pas jamais possible. J'ai été témoin de la transition du fait que les données n'est plus un sous-produit de l'innovation, mais plutôt un pilier central. Et ça, c'est une mentalité très importante parce que maintenant, depuis plus que 10 ans, on voit vraiment des changements quand les mentalités sont complètement changées. En effet, j'ai vu personnellement des progrès dans plusieurs domaines importants, que tous ont un impact sur la vie quotidienne des Luxembourgeois. Les domaines comme l'intelligence artificielle, les réseaux intelligents, le big data ou l'Internet of Things pour donner quelques sujets. Cette implication de l'économie axée sur les données, combinée à l'ambition de devenir l'économie des données la plus fiable du sein de l'Union européenne en 2022, d'ici 2023, preuve véritablement de l'importance d'initiatives comme celle d'aujourd'hui. Ce soir, pour le lancement de la grande initiative, nous avons la chance d'avoir un panel très expérimenté dans plusieurs domaines. Dans les blockchains, dans la sécurité, dans le coding, dans le design thinking, notre panel fournira un aperçu de l'état du numérique au Luxembourg en ce moment. On va discuter tout ça dans le contexte de comment le Digital Learning Hub peut vraiment faire avancer l'économie et faire le changement au Luxembourg. Et je vais aussi parler un peu de comment ça marche ensemble. Qu'est-ce que le Digital Learning Hub peut faire pour le Luxembourg et vice-versa. Sur votre applaudissement, j'invite sur la scène Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse pour dire quelques mots. Félicitations beaucoup sur cette initiative ici. Ah non, pardon, ici, au milieu. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous d'être venus ce soir. Je me réjouis vraiment du fait qu'on a réussi à lancer cette initiative, le Digital Learning Hub, une plateforme qui est très flexible et qui doit répondre aux besoins de la société, des entreprises, du monde digital au Luxembourg. On connaît très bien le besoin de main-d'œuvre qualifiée, le besoin en compétences numériques, en compétences digitales. On sait très bien que, surtout au Luxembourg, dans toutes les branches, il y a un fort besoin de personnes bien formées, mais que surtout dans le domaine de la digitalisation, parce que nous sommes dans une phase de transition digitale. Nous savons tous que demain, on vivra encore plus dans un monde digital qu'aujourd'hui, bien que nous ne savons pas encore tous vraiment dans quelle direction ça va se développer. Nous savons qu'avec une bonne dose de compétences digitales, on sera mieux placé, on aura plus de perspectives, chacun de nous aura plus de perspectives au niveau individuel. Et si nous voulons vraiment renforcer davantage la compétitivité de notre pays et des entreprises au pays, renforcer et soutenir le développement des entreprises au pays, alors ce sera surtout en investissant dans les compétences digitales de tous les salariés, je dirais de toute la population, parce qu'aussi l'un ou l'autre qui jusqu'à présent n'a pas pu s'intégrer dans le marché du travail, qui a peut-être décroché en école, qui n'a pas pu arracher un diplôme à l'école, qui peut-être veut changer d'emploi parce que ça ne lui plaît pas vraiment, si on lui propose une formation digitale de qualité et surtout encore quand elle se caractérise d'une méthode pédagogique qui est innovante, qui est différente de celle que nous connaissons dans d'autres centres de formation et d'autres écoles. Je crois que ça vaut vraiment la peine d'encourager les gens d'y participer parce que ce sera de leur profit et ce sera au profit de toute la société. Super. Je suis d'accord, c'est exactement.
Maintenant, on va inviter les panels de venir sur la scène. Donc, ici, on a beaucoup de chance d'avoir vraiment les experts dans le domaine d'informatique, de la digitalisation, qui va vraiment donner un point de vue de plusieurs côtés. Donc, ici, ce soir, on a Sophie Vigier. Gérard Hoffman, donc c'est le CEO de Proximus Salonis McCandless. On est Émilie Aliat, donc lead chez Luxembourg Blockchain Lab. Il y a Pascal Steichen, le CEO Security Made in Luxembourg. Et professeur Minel, CEO of Assa Plattner Institute. Je crois qu'il y a juste quelqu'un avec un micro qui touche un peu. C'est pas moi. Allez. J'ose plus respirer. Super. Allez, donc ce soir, on va faire une petite table ronde. On va discuter un peu déjà le contexte de la digitalisation à Luxembourg, de l'éducation, comment on fait les choses ensemble. Donc, on va commencer avec une petite question pour Sophie. Oui. Parce qu'évidemment, ça, c'est le modèle que vous êtes en train de faire avec École 42. C'est quand même quelque chose de nouveau et pas vu partout. Donc, est-ce que c'est possible d'expliquer, avant on parle de l'école, est-ce que c'est possible d'expliquer un peu comme vous voyez la situation avec les développeurs et les choses plus techniques et en fait, c'est quel changement que vous pensez vont arriver dans le futur? Oui, alors j'ai pas ma boule de cristal, je ne vais pas pouvoir vous répondre réellement. Est-ce que c'est mon micro qui fait ça? Non? Oui? Ah, ok. Je suis désolée. C'est pas. Peut-être très rapidement expliquer ce que c'est que l'école 42. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Peut-être en préambule. Oui, c'est une école ouverte à toutes et à tous, donc sans condition de diplôme, sans condition financière, puisqu'elle est entièrement gratuite. Il y a quelqu'un qui la finance, évidemment, et sans condition d'âge non plus. Et c'est d'ailleurs une des grandes forces de 42, c'est aussi le fait que cet accès très large permet l'inclusion numérique, mais permet aussi au sein de l'école d'avoir des profils extrêmement divers, extrêmement variés. Et ça, c'est une grande force. Et le deuxième point, c'est évidemment la pédagogie, qui est une pédagogie très particulière, puisqu'il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de prof. Et oui, je sais, tout le monde se dit, mais alors comment on peut apprendre sans un prof? Mais je vous jure, c'est possible. Ça existe et ça fonctionne très très bien. Alors, sur les compétences, c'est difficile. En fait, on s'aperçoit déjà qu'il y a un décalage à l'école. On fait prévaloir beaucoup les compétences qui sont les compétences en fait, où les ordinateurs sont bien meilleurs que nous, c'est-à-dire le calcul et la mémorisation. Et justement, les compétences qui sont importantes, au-delà des compétences techniques, alors en ce moment, évidemment, c'est surtout la cybersécurité, le développement web, mobile. Ce qu'il y a, c'est qu'on sait, alors il y a des chiffres très forts qui apparaissent. On dit qu'en 2030, 80% des métiers, on ne les connaît pas encore. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit aussi fort que ça, mais en effet, il y a une évolution des métiers. Donc, ce qui est très important à avoir comme compétence, c'est d'être capable d'apprendre à apprendre et avoir des compétences qui sont spécifiques aux êtres humains, c'est-à-dire la créativité, le sens critique, l'empathie, la collaboration, la communication. Enfin, je crois que c'est surtout de ces compétences-là dont on a besoin, plus évidemment un bon socle de compétences en informatique, ce qui est exactement ce qu'on enseigne à 42. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on va voir plus des développeurs et les gens comme ça, qui avant avaient accès aux cours et maintenant, grâce à les initiatives comme ici et comme le vôtre, qu'il y en aura plus de skills, on a vraiment besoin pour le futur? Alors qu'on a vraiment besoin de développeurs, je crois que vraiment tout le monde va être d'accord là-dessus. C'est un enfer pour les recruter, ça coûte un bras, c'est sûr et certain, on n'en a pas assez. On s'est projeté actuellement
Alors, développeur, c'est très large. Malheureusement, vous avez des petites formations très courtes pour des compétences techniques très spécifiques, puis ingénieur, donc plutôt 5 années d'études. Mais si on projette actuellement les écoles avec le nombre d'ingénieurs, on sait qu'on n'a pas du tout assez de personnes. On parle de millions de postes qui ne seront pas pris, même juste en Europe. Donc oui, il y a énormément besoin de développeurs et il faut absolument répondre à ça, mais surtout faire en sorte d'amener des publics qui ne s'imaginent pas dans ces métiers-là vers ces métiers. Oui. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de stéréotypes. On s'imagine qu'il faut être passionné d'informatique, qu'il faut être un homme, qu'il faut être très bon en maths. Tout ça, c'est complètement faux. Vous pouvez faire de l'informatique sans être passionné. C'est un métier, c'est un travail. Et c'est évidemment très accessible aux femmes. Il faudra absolument qu'elles s'en saisissent. Super, génial. Et donc maintenant, on est en train de parler des choses un peu atypiques. Donc maintenant, je veux poser une question au professeur Munel. Donc maintenant, si vous avez une headset, le professeur va parler en allemand. Donc si quelqu'un a besoin d'introduction, il est là. Donc, professeur, tout le monde parle beaucoup de QI. Mais il y a plus des idées maintenant de WIQ et aussi un peu plus le concept de design thinking. Est-ce que c'est possible d'expliquer un peu ça en plus de détails? Perhaps, meine Damen und Herren, ich bin erstmal stolz, hier zu sein, weil als ich heute Morgen ankam, habe ich gemerkt, dass hier eine große öffentliche Einrichtung für lebenslanges Lernen im Digitalbereich eröffnet wurde, mit sehr vielen unterschiedlichen Aktivitäten. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges, weil mit der digitalen Transformation, man kann das Wort vielleicht auch manchmal gar nicht mehr hören, verändert sich unsere Welt sehr viel stärker, als das in der Vergangenheit je war. Also die technische Entwicklung der Menschheit, das hat ja über viele Jahrtausende gut angehalten. Aber noch nie gab es eine technische Entwicklung, die eine zweite Welt neben unserer physikalischen Welt entstehen lässt, nämlich die digitale Welt. Und die digitale Welt, die folgt einfach anderen Gesetzen als unsere physikalische Welt. Die physikalische Welt, da sind wir durch die Evolution trainiert, damit umzugehen. Wir haben Reflexe, wir wissen, wie wir uns da benehmen müssen. In der digitalen Welt sind wir die erste Generation, die diese neue Welt erlebt. Da gibt es keine Zeit, alles ist fast mit Lichtgeschwindigkeit, da gibt es keine Räume, da gibt es keine Gravitation. Also alles, was unsere Welt kennzeichnet, in dieser zweiten digitalen Welt ist es nicht da. Und die Frage ist, wie entwickeln wir die? Wir haben kein Vorbild. Wir kommen aus einer Zeit, wo es nur eine Welt gab. Und wie bereiten wir nachfolgende Generationen vor, mit dieser auch in dieser neuen Welt umzugehen? Und insofern ist die Bildung im Bereich der digitalen Technologien, der digitalen Welt sehr wichtig. Wir sprechen am Hasso-Plattner-Institut mit unserer OpenHPI-Plattform, wo wir dieses Wissen teilen, sprechen gerne von digitaler Aufklärung. Digitale Aufklärung ist, den Menschen zu helfen, den Hintergrund zu verstehen. Jetzt nicht einzelne technische Entwicklung, aber zu verstehen, wie hängt das zusammen. Also das, was wir in unserem Smartphone machen, passiert nicht im Smartphone, sondern das ist nur jemand, der das in die Cloud weiterleitet und zurück. Wenn ich das weiß, verhalte ich mich anders mit Daten ein, welche Daten ich da eingebe und welche ich nicht eingebe. Doch nun zum Design Thinking. Wir sind also ein Institut mit technologisch, manche sagen in Deutschland das IT-Lab Deutschlands, wo digitale Ingenieure ausgebildet werden. IT Systems Engineering, Digital Health, Cyber Security und anderes. Das ist aber die ingenieursmäßige technische Ausbildung. Die jungen Menschen, wenn sie dann in den Beruf gehen, die müssen viel mehr können als nur die Technik. Warum? IT ist immer eng mit Innovation, ganz eng mit Veränderung verbunden. Also wenn ein neues IT-System gebaut wird, muss drumherum die Welt sich ein Stück ändern und die Menschen müssen das akzeptieren. Veränderung, Menschen lieben keine Veränderung. Also dieses Change Management, diesen Mindset für Innovation, das ist genau Design Thinking.
Da gibt es D-Schools, wir haben vielleicht später noch Zeit, ein bisschen genauer darüber zu sprechen. Das ist eine Methode aus dem Silicon Valley. Da gibt es ein Hasso-Plattner-Institut für Design an der Stanford-Universität. Das gibt es in Potsdam an verschiedenen Stellen der Welt. Und wir wollen das Programm auch hier in dieses Konsortium, in diese Plattform des Digital Learning Hubs einbringen. Super, merci. Bah, c'est sûr qu'on voit beaucoup de changements. Il y a tellement de choses qui vont changer. Et on a déjà vu pas mal de transformations et ça c'est clair avec design thinking. C'est vraiment comment apprécier et changer la mentalité. Je vois ça déjà chez moi, chez Taloweb aussi, avec le changement de pensée. Et c'est bien qu'on peut essayer d'explorer comment on peut adapter à l'avenir. Maintenant, on parle de nouvelles choses et les choses un peu peut-être magie pour quelques-uns. Le blockchain. Donc, Émilie, c'est possible d'expliquer un peu plus sur le blockchain parce que je sais que c'est un concept pour pas mal de gens qui est un peu mystérieux et ça va être bien juste d'avoir comment voyez-vous blockchain contribuer à la situation digitale à Luxembourg, ces moments exactement. Alors, je pense que le gros souci au niveau de la blockchain, c'est le focus des médias qui est à l'heure actuelle sur les scams, les assets digitaux. Et la blockchain, c'est beaucoup plus que ça. C'est une technologie derrière et il faut apprendre à la maîtriser ou du moins à savoir ce à quoi elle correspond pour mieux l'apprécier et avoir un peu moins peur peut-être. Je pense qu'on la voit un peu comme le Graal et malheureusement ou heureusement, le blockchain c'est une technologie comme une autre, elle s'apprend, mais elle ne va pas résoudre les problèmes de la planète. Elle peut apporter beaucoup de choses qu'on est encore en train de définir. Il y a un éventail de possibilités énormes. Et en fait, c'est aussi la difficulté, c'est d'apprendre cette technologie parce qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de formations qui sont dédiées. Et on a beaucoup de personnes qui se disent expertes en lisant les informations, en lisant Twitter, parce que les médias sociaux maintenant sont très importants dans cette technologie. Et en fait, c'est aussi ce qu'on a voulu faire avec le DLH, c'est de trouver un curriculum qui permette à une grande variété de personnes de découvrir la technologie, qu'ils soient déjà initiés au niveau de l'informatique, à des personnes qui sont du grand public ou des personnes qui vont prendre des décisions à l'avenir. Et je pense qu'on a beaucoup de promesses avec la technologie, on entend beaucoup parler, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi derrière les portes fermées. Et on a besoin peut-être de communiquer un peu plus sur ce qui se passe et de trouver des solutions concrètes et de s'exprimer vis-à-vis de ces solutions complètes. La blockchain, ça peut permettre d'amener beaucoup plus d'efficacité dans les process. On a beaucoup de problèmes à l'heure actuelle où on a beaucoup de volonté de sauver un peu les business, d'avoir un peu moins de coûts, un peu plus d'efficacité, de supprimer tout ce qui est les tâches qui sont les plus rébarbatives ou les moins intéressantes pour les personnes. Et la blockchain peut être une solution parmi tant d'autres, mais elle peut permettre au sein d'une révision totale du cycle de vie d'un produit ou autre, d'apporter beaucoup de solutions, y compris pour les citoyens. Merci beaucoup. Et ça, c'est vraiment un avantage aussi de la... Tout le monde peut applaudir aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un avantage aussi des initiatives comme Digital Learning Hub, parce qu'il y a les choses comme blockchain ou les technologies très importantes où les gens ont envie de savoir un peu plus, de faire un peu plus de training dans ces domaines-là. Et maintenant, avec l'école ici, c'est génial parce que les gens peuvent faire les modules. Et donc, on peut prendre beaucoup plus de choses et ça va être super bien. Alors, dernière question de cette partie-là. Gérard. Le Luxembourg s'est rapidement en train de transformer, comme on a déjà parlé ce soir. Et d'après le message de Xavier Bettel qui veut que Luxembourg devenir une IT nation, pour vous, quels sont les principaux défis pour l'industrie et comment on peut arriver d'arriver pour l'IT Nation? Merci pour cette question. Bonjour à tout le monde aussi de ma part.
Je pense qu'il faut tout d'abord relever qu'on a déjà fait un grand chemin vers cette IT Nation. Luxembourg est aujourd'hui dans les palmarès internationaux en ce qui concerne notre infrastructure. On est très bien connecté. Presque chaque foyer a accès au haut débit, ne fût-ce qu'à travers le réseau mobile, mais aussi à travers la fibre. Nous sommes en plein dans le déploiement de la technologie du 5G. On a des data centers performants. On a investi comme pays dans high performance computing. Voilà, toutes des choses qui ont été entamées il y a 10 voire 20 ans. Et maintenant, on se trouve dans cette situation où il faut prendre la prochaine étape. Et je reviens un peu sur ce que Christophe Mann l'a dit, ce deuxième monde qui commence à exister autour de nous. Là, on parle de l'intégration de ces technologies dans notre vie quotidienne. Et c'est là où le bas blesse un peu. Je donne un exemple là que j'ai trouvé dans les rapports sur nos performances internationales. Par exemple, l'e-commerce à Luxembourg, on est à la traîne par rapport à l'Union européenne, à la moyenne, par rapport à d'autres pays. Pourquoi ? Mais parce que la technologie n'a pas encore pénétré toutes les sphères de la société. Ce deuxième monde digital n'est qu'au début à Luxembourg. On n'est pas encore dans le métaverse ici. On sait à peine expliquer ce que ça veut dire. Et c'est là où il faudra travailler. Il nous faut, je pense, des formations en largeur, pas uniquement en profondeur. On parle toujours de spécialistes. Bien sûr, l'industrie a besoin de spécialistes et elle les recrute au fur et à mesure de ce qui est possible. Bien sûr, c'est très compliqué, mais c'est aussi un problème de faire avancer le pays en largeur. Dans nos entreprises, il y a les grandes entreprises et les grandes disons, organisations comme le secteur financier. Typiquement, ce sont plutôt de grandes banques, de grandes organisations qui sont très avancées dans le monde digital. Dans les institutions, on a les institutions européennes ici qui faussent l'image du nombre de spécialistes. On dit toujours qu'on a une grande concentration de spécialistes IT à Luxembourg, mais il y a une grande partie de ceux-là qui travaillent pour les institutions européennes. Donc ça fausse un peu l'image. Mais là où on a un besoin, c'est aussi dans les petites et moyennes entreprises. C'est là où il faut créer un peu plus encore d'empathie, un peu plus de prise de conscience de cette deuxième réalité qui vient chez nous, qui arrive. Et je pense que c'est là où ce nouveau centre qui va être lancé aujourd'hui, ou qui a été lancé aujourd'hui, il peut jouer un vrai rôle. C'est amener à niveau la grande quantité de gens qui travaillent à Luxembourg en largeur. Je pense que c'est ça qui fait défaut surtout. Sur le côté des spécialistes, là on parle d'autres problèmes. Je pense que c'est plutôt en largeur que j'attends une contribution du DLH. Oui, tout à fait, tout à fait. Et avec ça, il n'y a pas juste le transformation digitale. Avec ça, il y a aussi l'importance des autres domaines. Et un autre domaine qui va être de plus en plus important dans le futur, c'est la sécurité, et surtout la cybersécurité. Donc maintenant, je voulais poser une question à Pascal pour expliquer un peu plus la cybersécurité et comment on peut évaluer pour être sûr que ça reste ou ça va être une pilier centrale de le développement. Et c'est quoi les choses les plus importantes que Luxembourg doit faire? Comment les DLH peuvent aider pour vraiment être sûr que le niveau de sécurité dans le pays, c'est toujours si haut?
Merci. Jenna, oui, la cybersécurité, je pense qu'aujourd'hui, on peut enfin dire que la cybersécurité n'est plus un domaine de niche et en effet central pour notre société digitale. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé, c'était tout à fait autre chose. On était, et certains dans la salle participaient dans ces activités-là, on était plutôt avec une petite impression de prêcher la bonne foi ou de vouloir prêcher la bonne foi, d'appréhender, d'utiliser les nouvelles technologies, les NTIC, comme on les appelait dans le temps, de manière précautionneuse, de se rendre compte que c'est, comme ça a été dit, un autre monde où le comportement peut être manipulé beaucoup plus facilement par les contreparties parce qu'on n'a que cet écran avec qui on peut interagir. On ne peut pas utiliser nos 5 sens, on peut utiliser uniquement l'œil pour pouvoir éventuellement réagir ou identifier des attaques ou des comportements criminels de quelqu'un d'autre qui aimerait bien avoir accès à son portefeuille ou à d'autres données pour après les escroquer. Donc aujourd'hui, en effet, la conscience est beaucoup plus importante. On le voit, je veux dire, souvent dans la presse. Je pense que vous tous êtes conscients qu'on parle beaucoup de cybersécurité ces dernières années. L'évolution ou la pandémie a accéléré cette évolution également, mais pas forcément. Et là, je pense que la plupart des experts sont d'accord, pas forcément parce que la technologie est moins bien et est devenue pire, non, plutôt le contraire, la technologie s'est améliorée elle aussi. Mais ce que Gérard disait, c'est dans la largeur. C'est la digitalisation et maintenant dans tous les secteurs, dans tous les domaines, et des gens qui, l'année avant, avaient manipulé une machine avec des commandes analogues, machines industrielles, doivent maintenant manipuler cette même machine en utilisant un ordinateur, éventuellement le faire de la maison, en maintenance, etc. Et donc, tout ça a quand même bien transformé notre société et ça va encore continuer à le faire. Et ça a un impact aussi, naturellement, sur la partie sécurité de notre environnement. Donc les efforts de sensibilisation, d'accompagnement, de formation ne doivent pas s'arrêter, doivent continuer. Il y a beaucoup qui a été fait, qui est fait au Luxembourg depuis de longues années. J'aimerais mentionner d'un côté les activités BeSecure, qui sont d'ailleurs soutenues par le ministère de l'Éducation, qui visent à justement sensibiliser tout à chacun aux bonnes pratiques, aux bons comportements à faire en utilisant les nouvelles technologies, ou les technologies, ils ne sont plus nouvelles. Et donc l'évolution maintenant, la création maintenant avec les Digital Learning Hub, je pense que c'est une évolution tout à fait logique, un next step tout à fait logique et pertinent pour aller renforcer encore plus, probablement un peu plus spécialisé là où des besoins se voient identifiés. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit du côté cybersécurité, d'aller proposer des formations spécialisées à court terme pour adresser une transformation de métier pour un certain nombre de personnes ou d'adresser un nouveau type de menace qui a été identifié et pour ainsi pouvoir réagir rapidement. Donc la flexibilité et l'agilité de la structure d'ILH, comme elle a été conçue, permet vraiment cette réaction rapide par rapport à ces besoins et se complète, ou plutôt complète l'écosystème de formation luxembourgeois à côté des programmes plus traditionnels, académiques, l'éducation classique qui est très important, qui doit continuer. Et ici, on voit vraiment une complémentarité de cette action que
voilà, spécifiquement pour le domaine de la cybersécurité, je pense que cette flexibilité, agilité est un élément crucial du concept de DLH. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On voit déjà le premier round, on sent les changements. C'est déjà avec l'école 42, comment en fait l'éducation s'est complètement changée de le traditionnel. On voit déjà le design thinking et le changement de mentalité pour comment travailler. On voit la blockchain, les nouvelles technologies qui sont en train vraiment de développer. Et avec ça, dans le contexte, tout le Luxembourg doit aller dans le même bateau pour vraiment faire une transformation comme jamais vu. Et maintenant, avec la sécurité, on voit qu'on est vraiment dans une période de transformation et c'est super excitant. Donc maintenant, on va parler plus, on a déjà donné un peu plus de contexte de l'état actuel en ce moment à niveau technologie. Et maintenant, on veut parler un peu plus de l'éducation en formation. Donc, je vais commencer avec Monsieur le ministre pour commencer cette discussion. Donc, en ce moment, il y a 3500 places en IT à l'EDEM. Le DLH veut être une école plus attractive et plus accessible. Pouvez-vous préciser comment l'école va changer ça et comment les gens peuvent avoir plus d'accès aux services de l'école? Bon, premièrement, nous devons savoir que dans presque toutes les branches au Luxembourg, il y a un manque en personnel. Donc, la situation de la branche IT n'est pas particulière, mais nous savons que dans tous les autres pays, surtout dans cette branche-là, il y a un grand besoin, et que c'est donc normal que la situation dans cette branche au Luxembourg est encore une fois un peu plus précaire que dans les autres branches. À mon avis, il faut vraiment viser deux choses. Je suis très proche de ce que Gérard Hoffmann a dit tout à l'heure, qu'il faut aussi investir dans la formation en largeur, et ce que nous avons fait, nous sommes en train de faire. Il y a 2 ans, nous avons introduit le coding à l'école fondamentale. Ce n'est pas le coding avec des ordinateurs, c'est plutôt une logique arithmétique, algorithmique qui est transmise aux élèves en jouant avec une méthode très, très ludique et adaptée à l'âge des élèves. L'année dernière, nous avons introduit une nouvelle branche, et ça ne se fait pas toutes les années, une nouvelle branche au lycée. Les 3 premières années au lycée, ce sont les sciences numériques qui sont enseignées pour garantir que chacun qui quitte par après l'école luxembourgeoise a une notion du monde digital. Il sait comment fonctionne l'Internet, comment on peut gérer des grandes masses de données, qu'est-ce qu'il y a à prévoir au niveau de la cybersecurity, mais aussi qu'il peut se faire une réflexion sur les chances d'un côté, mais aussi les risques de l'autre côté de la digitalisation. Donc tout ça, on l'a fait, et on voit déjà qu'avec un certain nombre d'initiatives, comme par exemple le bac au niveau du lycée classique en informatique et communication qu'on a lancé il y a 5 ans à peu près, que ça a déjà aujourd'hui une répercussion au niveau des inscriptions et des choix des étudiants par après. J'ai consulté récemment l'évolution des nombres d'étudiants inscrits en fonction de la branche qu'ils étudient. Et là, nous connaissons une forte augmentation de plus de 40% sur 4 ans uniquement des inscriptions en informatique. Je crois que c'est aussi dû à l'engagement de l'Université de Luxembourg, mais aussi en général aussi les étudiants qui font leurs études ailleurs, dans d'autres pays. Et ça veut dire qu'il faut vraiment investir dans une compétence de base pour par après aussi faire sortir des spécialistes. Parce que quelqu'un qui n'a pas de notion, qui n'a jamais eu l'occasion et la chance de faire la connaissance du monde digital ou de certains principes, il ne peut pas savoir s'il est doué ou si ça l'intéresse ou le motive vraiment pour par après faire des études dans ce domaine. Et aujourd'hui, nous sommes sur le point de compléter ce tableau parce que le Digital Learning Hub, c'est une initiative qui ne vise pas les jeunes, les adolescents, mais les adultes qui sont déjà sur le marché du travail, qui doivent peut-être se réorienter.
Nous visons ceux qui n'ont pas su intégrer le marché du travail, qui sont encore à la recherche. Nous visons les talents cachés, qui ne savent pas encore qu'ils ont un talent, mais qui restent à être découverts par eux-mêmes, mais par ceux qui les entourent. Donc c'est là encore une fois une initiative supplémentaire pour compléter toute cette gamme de formations que nous proposons, où j'ai encore une fois oublié la formation professionnelle qui, par ailleurs, livre les experts à beaucoup de niveaux. Sans ceux qui sont eux, rien ne fonctionnerait au niveau de l'informatique dans toutes les entreprises ou bien dans les administrations. Mais il faut savoir que c'est encore un long chemin. Il faut savoir que avec cette transformation que nous vivons actuellement, changer un monde, il y a besoin que chacun apporte quelque chose. Il apporte quelque chose, et donc nos formations et nos programmes doivent toucher aussi chaque individu de la société, les jeunes, les adolescents, les adultes, pour que chacun soit en mesure d'y apporter quelque chose. Merci pour ça. Et si j'ai bien compris, alors donc, pour le moment, dans la DLH, il y en a 4 branches. Donc, il y a du codage, cybersécurité, du blockchain, réflexion conceptuelle, comme un peu le design thinking, et les intelligences artificielles qui va arriver un peu plus tard. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a plus de branches qui vont être créées pour... Oui. Tout à fait, je l'espère. C'est pour ça qu'on a conçu le Digital Learning Hub pas comme une école où on va engager des formateurs ou des professeurs, définir un programme et qui sera fixe pour une dizaine, une vingtaine d'années, parce que c'est normalement comme ça que nos écoles fonctionnent. C'est pour ça que nous avons créé une plateforme qui est très flexible et qui peut réagir très, très rapide sur demande. Et c'est pour ça aussi que j'insiste beaucoup à ce que le Digital Learning Hub devienne une structure qui est très proche du monde économique et qui peut donc vraiment proposer des formations sur demande, mais aussi avec les formateurs ou les concepts de formation de meilleure qualité disponibles. C'est pour ça qu'on dit pas leurs compétences disponibles au Luxembourg ou ailleurs pour les proposer au public au Luxembourg. Et c'est justement ça que j'aimerais voir aussi pour d'autres branches, pour d'autres domaines à l'avenir. C'est exactement ça. C'est un peu, il faut créer un écosystème, comme Gérard l'expliquait juste avant, avec vraiment d'avoir les acteurs partout dans l'écosystème pour faire le grand changement. Merci. Maintenant, Sophie, je vais poser une autre question à propos de l'école. Donc, je sais que c'est vraiment une autre mentalité. Donc, vous avez déjà parlé un peu de ça. Mais est-ce que c'est possible d'aller un peu plus loin sur l'apprentissage peer-to-peer et comment l'école, c'est un peu comme un jeu vidéo, et comment ça marche et comment les gens font ça, et aussi de maintenant le fait qu'à la fin, il y a une qualification en fait. Tout à fait. Alors, rien à voir, mais moi je voulais juste te dire, je suis épatée par tout ce que vous avez mis en place concernant la formation à l'informatique de manière large. On est très en retard en France, pardon, mais on n'a pas du tout. Nous, on était aussi en retard, c'est pour ça qu'on on a vraiment, finalement, on a bougé. Ouais. Ah oui, parce que c'est, comme vous le disiez, avoir des compétences de manière très large, c'est extrêmement important, parce que pour être un citoyen en capacité d'exercer sa citoyenneté, faire des démarches administratives, etc., ben oui, on a des personnes qui n'ont pas les compétences. Et comme vous le disiez très bien aussi, pour déclencher des vocations, plein de gens qui ne s'imaginent pas, il faut justement leur mettre le pied à l'étrier, donc franchement, bravo. Et donc sur 42, donc oui, c'est une formation qui est dit gamifiée, c'est-à-dire c'est un peu comme un jeu. Quand vous arrivez à 42, vous êtes niveau 0, et vous allez pouvoir aller jusqu'au niveau 21, et ça en gagnant des points d'expérience. Et pour gagner des points d'expérience, eh bien, il faut réussir des projets. Donc, on a tout un schéma qui s'appelle le Holy Graph, qui représente en fait l'ensemble des projets. Et quand vous êtes à 42, donc vous vous inscrivez à un projet et puis vous allez essayer de le résoudre dans le temps que vous voulez. En fait, c'est aussi ça qui est très bien dans la formation, c'est qu'elle s'adapte à toutes les situations. Pour certaines personnes, pour faire un des projets, eh ben, il faudra 1 mois, peut-être pour l'autre 1 semaine, une autre 2 mois. Et comme ça, en fait, par exemple, le tronc commun, dans lequel on va avoir du C, du C++, du développement continu, du réseau et un gros projet web. Certaines personnes vont le faire en 6-8 mois et d'autres vont pouvoir mettre 2 ans pour le faire. Et donc, en plus de ça, il n'y a pas de professeur. Donc, qui corrige les projets? Eh bien, ce sont les étudiants entre eux qui se corrigent entre eux. Je vous jure, c'est possible, ça fonctionne.
En fait, c'est même des moments d'apprentissage qui sont extrêmement importants, puisque quand vous allez corriger un projet, vous allez pouvoir corriger peut-être plusieurs fois le même projet, fait par différentes personnes, et à chaque fois, vous allez voir une manière différente de pouvoir aborder et de réaliser ce projet. Et puis des fois, vous êtes corrigé vous-même, et donc vous devez expliquer votre code. Ce qui permet aussi de formaliser, on a une zone dans le cerveau, les êtres humains, qui permet de renforcer l'apprentissage quand on explique quelque chose. Et donc, vous allez gagner des points d'expérience. Il y a aussi des achievements. Vous avez des badges. Il y en a même un, c'est Hacké 42. Il y a 3 personnes qui sont arrivées. Et il y a aussi des coalitions. Quand vous rentrez, vous êtes mis dans une des 4 coalitions. Et chaque année, et tout le temps, tout au long de l'année, en fait, il y a des compétitions, des championnats. Et une fois par an, on fait une énorme fête à la couleur de la coalition qui a gagné. Et ça peut vous paraître étonnant parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais on apprend très bien. Il y a une théorisation là-dessus qui s'appelle le maître ignorant, qui a été faite par Jacques Rancière dans les années 80, mais qui date de Joseph Jacotot, début du 19e siècle. Et en fait, le fait de ne pas avoir quelqu'un qui sait à côté de vous pour vous dire comment faire, vous oblige à aller chercher de l'information, à chercher par vous-même, à développer du coup plein de compétences, à comprendre aussi qu'il n'y a pas une seule manière de faire. Et ça, en fait, c'est motivé par le jeu, mais ça permet aussi de se rappeler, de retrouver le fait que vous êtes plein de potentiel. Vous êtes plein de potentiel et que vous pouvez toujours tout faire. La plus belle chose qu'ait dite une ancienne étudiante de 42, qui était complètement nulle à l'école et qui a réussi 42, et elle disait, en fait, non seulement maintenant j'ai un super métier, je suis hyper bien payée, mais surtout elle disait, j'ai plus peur en fait de l'inconnu. Quand je suis face à quelque chose que je ne connais pas, je m'en fiche, je sais que je vais pouvoir l'apprendre, que je suis capable de l'apprendre. Voilà, je crois que c'était la plus jolie chose. C'est génial. Oui, ça mérite. Merci beaucoup. Maintenant, une question pour Professeur Menel. Donc, vous avez déjà parlé un peu de design thinking et le concept à la base, mais comment ça marche vraiment pratiquement? Comment ça marche en pratique? Et c'est possible de faire une combinaison de l'enseignement traditionnel et mélange ça avec design thinking. Et est-ce que c'est possible de faire quelque chose comme ça à Luxembourg? Die Idee hinter dem Design Thinking ist, dass man gemeinsam im Team ein Problem versteht. Zunächst mal, indem man die Beteiligten anschaut, wo noch keine Antwort da ist. Es geht nicht um Optimieren etwas, was schon da ist, sondern es geht um grundsätzlich neue Ansätze, neue Ideen. Wenn man dann das Thema verstanden hat oder glaubt verstanden zu haben, dann versucht man das, was man in der ganzen Umgebung aus den Interviews herausgefunden hat, in einer oder 2 sogenannten Personas zu konzentrieren. Denen gibt man Namen, denen gibt man ein Alter, denen gibt man einen Beruf, einen Hintergrund. Es ist so, dass wenn Menschen über ein konkretes Problem eines anderen Menschen nachdenken, ganz andere Kräfte und Ideen aufkommen, als wenn abstrakt über irgendein Problem nachgedacht wird. Also dieses Wissen, was man gesammelt hat, wird gebündelt in der Persona und dann gibt es dann Brainstorming, Ideenfindung, möglichst viele Ideen, nicht sofort kritisch ablehnen, denn manches Neue, das kommt dann erst in so einem Wettbewerb von Ideen. Und dann hat man eine ganze Reihe von Ideen und die versucht man jetzt nicht einfach nur sprachlich zu artikulieren, sondern das ist das Fast Prototyping, die versucht man anfassbar zu machen. Weil Menschen verstehen umfassender, wenn man ihnen nicht nur etwas erklärt, weil das fällt dann immer auf das, was der Mensch gerade sowieso assoziiert und das kann sehr unterschiedliche Dinge sein. Also die gleiche Beschreibung kann zu ganz unterschiedlichen Verständnissen führen. Das ist mit was Haptischen, wo man die Idee versucht anfassbar zu machen, mit Lego oder mit einer Zeichnung oder Paperwork, plötzlich ganz anders. Dann geht man damit hin zu denen, die von diesem Problem und Problemlösung betroffen sind und fragt, hast du dir das so vorgestellt? Kannst du dir denken, dass das eine Lösung ist? Und dann sagen die, um Gottes Willen, da hast du mich missverstanden. Es geht um was ganz anderes. Oder, ja, das ist gut, aber das ist noch nicht genug. Und damit geht man dann wieder in dieses Team, in dieses Design Thinking Team. Das ist ein Team, 5, 6, 7 Leute mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, die einfach dadurch, dass sie zusammenarbeiten, auch jetzt keine Spezialisten mehr sind. Die Spezialisten haben nämlich immer ihre Fachsprache.
Und in dieser Fachsprache, da ist schon relativ alles klar, was rauskommt. Also dies wird gesprengt, sodass da wirklich Menschen vernünftig miteinander reden und auf diese Weise Ideen kriegen. Wenn wir also irgendein Problem haben, und das ist im Technologiebereich ganz viel, wie kann man das lösen, dann lassen wir so ein Design Thinking Team arbeiten. Das ist dann auch mit beweglich offenen Tafeln und Post-its und man spricht durcheinander. Deswegen geht das zum Beispiel ganz schwer mit Videokonferenzsystemen, da kann man nicht durcheinander sprechen. Und versucht auf diese Weise neue Lösungen zu haben, auch neue Lösungen, wo wir bisher noch gar nicht wissen, wie umzugehen. Und das finde ich das Beeindruckende an dieser neuen Einrichtung, hier keine Schule zu bauen, wo man dann ansucht, wer ist der beste Lehrer. Design Thinking funktioniert mit Coaches, funktioniert mit Peers, die da helfen. Und dann muss man flexibel sein, was kommt und welche Entwicklung braucht welche Reaktion, was gibt es da für neue Techniken, was gibt es da für neue pädagogische Ansätze, was gibt es da für Projekte, die man machen kann. Und diese Flexibilität, das ist schön, das haben Sie, Herr Minister, auch nochmal zum Ausdruck gebracht, das ist das Grundprinzip dieses Digital Learning Hub, dieser Weiterbildungseinrichtung ist. Ein Wort noch, Weiterbildung ist deshalb heute so wichtig, weil diese Digitalisierung plötzlich allem eine unwahrscheinliche Geschwindigkeit verleiht. Auch was wir an neuem Wissen erlangen, da mit Hilfe dieser riesigen Computer, mit Hilfe der vielfach verbesserten Kommunikation, entsteht ganz viel neues Wissen. Ich glaube, es ist in der halben Zeit, wie das vor 10 Jahren war, entsteht heute derselbe Umfang an Wissen, wie das damals war. Und es verfällt natürlich auch Wissen. Das heißt, jetzt zu sagen, Weiterbildung braucht man nicht, wir machen einfach die Schule ein bisschen länger. Oder wir machen die Universität nochmal 1, 2 Jahre länger. Das ist nicht, nein, in 10 Jahren hat sich das, was man gelernt hat in der Schule, nicht erledigt. Also Deutsch und Mathe und sowas, das bleibt. Aber viele der Techniken, die muss man einfach neu bewerten. Und deswegen muss man in der Schule als junger Mensch das lernen. Und dann braucht man Stoff im Laufe des Lebens. Und das kann nicht sein, dass man dann wieder zurück zur Schule muss, sondern das muss flexibel sein. Da müssen die digitalen Technologien genutzt werden. Das muss man ja mit Familie, mit dem Beruf verbinden. Und das wird mehrere Phasen im Arbeitsleben geben, weil wir ja auch länger gesund und leistungsfähig sind, also auch länger arbeiten, dass wir da mit solchen Konzepten die Mitarbeiter, die Leute, die Erfinder in allen Bereichen fit halten. Und Design Thinking ist so eine Methodologie, die einfach immer hilft, da mit den Entwicklungen zu gehen. Nous sommes super contents ce soir. Merci beaucoup, professeur. Maintenant, on va continuer à parler un peu de sécurité, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Pascal, enfin tout le monde, on a encore vers 15 minutes, donc on va pas prendre beaucoup trop de temps pour le reste des réponses. Mais Pascal, quelque chose qui est très intéressant à Luxembourg maintenant, c'est le European Cybersecurity Competence Center. Et on a parlé aujourd'hui à midi avec les objectifs qui sont assez grands. Comment ça match déjà, c'est quoi? Et deuxièmement, c'est quoi la collaboration potentielle avec le DLH? Oui, le European Cybersecurity Competence Center est malheureusement pas au Luxembourg, mais en Roumanie. Le Luxembourg était candidat pour le siège, mais on l'a malheureusement pas reçu. C'est pour ça qu'on a le plaisir d'avoir la présidence de ce centre. Donc, c'est déjà une bonne chose. Ce nouveau centre de compétences qui est en train de se mettre en place donc à Bucarest a comme principale vocation de coordonner, de rendre plus cohérents tous les investissements que l'Union européenne fait dans le domaine de la cybersécurité. Et cela de la recherche via l'innovation, via les transferts technologiques, donc tous les différents programmes de recherche que certains de vous connaissent sûrement, Horizon Europe, Digital Europe et plein d'autres, dans lesquels les dernières années, le sujet de la cybersécurité est apparu. Et donc, pour rendre tout ça cohérent, parce que c'est réparti sur différents programmes de financement, ce nouveau centre a été créé et ainsi arriver à rendre le marché intérieur de la cybersécurité plus résilient,
développer l'autonomie technologique européenne dans le domaine de la cybersécurité et faire en sorte que les grands challenges de la cybersécurité, que ce soit les besoins en ressources humaines ou les autres aspects comme sécuriser les nouvelles technologies, intelligence artificielle, quantum computing et toutes ces choses-là, donc pour assurer tous ces aspects-là. Ce centre a naturellement aussi la mission de ne pas uniquement aller regarder vers le futur, mais aussi regarder tout l'existant. Qu'est-ce qui est déjà fait dans les différents pays européens, quels sont les instituts de recherche, quels sont les instituts de formation, quels sont tous les acteurs qui sont actifs dans le développement de la cybersécurité. Et là, il y a un lien, je veux dire, assez clair ou assez logique qui peut se faire avec le Digital Learning Hub, justement de promouvoir le domaine de la cybersécurité, de promouvoir aussi cet esprit qui est intrinsèque à une école 42, qui résulte du design thinking, et que nous, en cybersécurité, on appellerait ça hacking culture, mais plus ou moins, c'est tous des aspects similaires, c'est de découvrir la technologie de manière directe, individuelle, de regarder derrière l'écran, de découvrir vraiment comment l'ordinateur réagit par rapport à différentes manipulations qu'on aurait fait. Et pour la sécurité, c'est une exploration, c'est une créativité et un trigger très important pour identifier justement des soucis de sécurité pour pouvoir améliorer la cybersécurité par après. Donc, avoir un retour des activités qui se passent au DLH vers le centre européen pour influencer de manière positive les programmes de financement est important, mais aussi dans l'autre sens, pour proposer des formations qui sont en lien avec tous les développements au niveau européen. Le lien se fait de manière logique, je pense. Le centre européen aura dans chaque pays un centre national de coordination. Et justement, l'objectif au Luxembourg, c'est que le NCC, National Coordination Center, comme il s'appelle, fasse ça en partenariat avec le DLH, justement pour la partie éducation, formation, pour que là, vraiment, on ait, comme le ministre disait, un effort main dans la main du ministère de l'économie et du ministère de l'éducation. Génial. C'est une branche très, très, très importante. C'est bien de savoir qu'en fait, il y a vraiment les experts qui va être impliqués dans le DLH, dans plusieurs domaines. Maintenant, vraiment, on arrive presque à la fin, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Il y a Émilie que je voulais poser la question, comment, maintenant, vous avez déjà parlé de, oui, le blockchain, c'est pas du magie, c'est juste une technologie comme les autres. Maintenant, avec ce contexte-là, comment on peut mieux intégrer vraiment le blockchain dans la vie normale, entre guillemets, à Luxembourg, et comment on peut faire ça avec les initiatives comme le DLH? Oui, je pense que ce qui est important de savoir, c'est que la blockchain, ça touche toutes les industries. C'est pas juste la finance, absolument tout le monde peut être touché ou vouloir implémenter cette technologie. Le Luxembourg Blockchain Lab, via le DLH, a pour volonté vraiment de fournir des workshops dans toutes les industries qui pourraient avoir un intérêt, un use case qu'on pourrait présenter. Que ce soit dans la santé, la logistique. On peut aussi parler de Epsilux avec les diplômes notamment. Il y a beaucoup d'implications également pour les citoyens avec tout simplement les administrations qui peuvent implémenter ce genre de technologie. Après, tous les citoyens n'ont pas besoin de comprendre forcément comment fonctionne la blockchain, mais comment elle peut les aider dans leur vie de tous les jours. Donc ça, c'est important aussi. Et le DLH va pouvoir permettre de toucher, que ce soit les informaticiens, le public, les administrations ou les personnes qui sont plus enclins à vouloir connaître. Après, ce qui est aussi important, c'est qu'il y a beaucoup de projets actuellement au niveau de la blockchain. Ils ne sont pas forcément connus, mais il y en a.
Et la volonté aussi du Luxembourg Blockchain Lab, c'est de fournir des solutions concrètes dans un délai assez court. Donc il faut aussi que les sociétés qui pourraient être intéressées par la blockchain se disent, ben oui, on est ouvert d'esprit, peut-être que ça ne fonctionnera pas, peut-être que ça ne correspond pas à nos besoins, mais pourquoi ne pas tester et investir un petit peu de temps, et le lab et le DLH sera là pour soutenir au niveau des capacités, des compétences, et le Blockchain Lab, lui, a plus la vocation à aider dans l'acheminement, le project management de ces projets. Et je crois que c'était ça le point le plus important. En fait, on n'est pas obligé de savoir comment ça marche derrière. On veut juste les résultats. Et donc, ça, c'est à mon avis, ça va être l'option la plus facile pour entrer mieux. Juste montrer qu'en fait, c'est quelque chose qui aide beaucoup et ça marche bien. Super, merci Émilie. On va finir cette ronde avec Gérard. Donc, question plus, évidemment, on a eu la pandémie, et il y avait beaucoup de changements de comment les gens travaillent, le télétravail, les espaces virtuels. C'est quoi l'impact sur ça avec l'éducation, mais aussi le futur de le travail, et s'il y a les implications pour les initiatives comme la DLH, avec les gens qui vont partir et commencer. C'est quoi le futur, en ton avis, de tout ça? Avec la pandémie, on a effectivement vu le télétravail arriver, c'est connu. Et ce qu'on observe maintenant, après que tout le monde peut théoriquement rentrer au bureau, c'est quand même une espèce d'effet ciseau entre une partie des collaborateurs qui sont des travailleurs digitaux, qui sont nomades par nature, qui aiment bien travailler à la maison ou qui se cachent dans le bâtiment, qui sont un peu plus libres et qui contribuent individuellement, qui n'aiment pas les hiérarchies. Et puis vous avez les autres qui sont plutôt les sédentaires, bien intégrés dans des structures, qui viennent au bureau tous les jours, etc. Donc c'est un aspect nouveau pour nous en tant qu'employeurs de voir cette tendance, et il faut surtout éviter qu'on voit cette tendance s'accélérer, et c'est là le grand danger, parce que comme on vient de le dire tous ici, la digitalisation accélère beaucoup de choses, y compris l'évolution sociale au travail, et c'est de ça qu'on parle. Alors ce que nous essayons de faire, c'est de développer des organisations agiles, un peu ce que le DLH a fait aussi pour son organisation interne. En fait, on est tout au début parce qu'on découvre ce nouveau monde également post-pandémique, et ces organisations agiles essaient justement de contrecarrer cette évolution de déconnexion entre les collaborateurs en créant des organisations temporaires sur certains sujets, orientés résultats à relativement court terme, des modes d'organisation qui évitent les silos, où on peut à la fois encourager la contribution individuelle, mais aussi la contribution collective. Et c'est en fait aussi comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir cet effet de largeur. C'est ça, il faut réussir en tant que société, compagnie, je parle d'une compagnie, mais également de la société at large, d'entraîner tout le monde dans la digitalisation. C'est ça le grand défi. Et nous le voyons évidemment aussi dans le monde du travail. C'est là où ça commence. Les gens travaillent presque tous les jours, et donc il faut commencer là. Oui. Et c'est cette problématique sociale, quelque part, qui est toute nouvelle pour nous et à laquelle on espère également trouver des solutions à travers la formation continue, qui ne doit pas uniquement couvrir l'aspect technologique proprement dit, mais aussi des aspects d'organisation, peut-être. Merci. On verra. Il y a beaucoup. Oui. Maintenant, on va bientôt terminer. Je voulais poser juste une dernière question avant de demander au ministre pour clôturer la soirée. C'est dans 3 mots. Qu'est-ce que vous voulez pour le DLH? Est-ce qu'il y a les mots particuliers que vous pensez? On va commencer ce côté-là, on va passer par là. Pas de pression.
C'est dur. 3 mots, pas plus. Innovation. Grand public, en un mot. Et décrochage. Merci. On top of that, good start, good development, and the people should have fun there. Un peu plus que 3 mots, mais ça passe. Merci, merci. Eh bien, réussite, inclusion et excellence. Merci. Je me permets de faire en anglais, ça m'est venu plus rapidement. Déjà plus que 3. Explore, learn, grow. Et moi, je dirais excellence, agilité et durabilité. Merci beaucoup de ne m'avoir pas posé la question de répondre en 3 mots. Maintenant, on va inviter. Poser une telle question à un politicien, c'est très, très risqué. Mais j'aimerais quand même essayer d'exprimer mes attentes, mon espoir. J'espère que dans 5 ans, on pourrait se revoir et constater que l'attente envers le Digital Learning Hub que chacun de nous porte en soi et qui a fait que nous sommes tellement nombreux ce soir a été atteint, que le Digital Learning Hub a réussi à trouver sa place dans l'écosystème de la digitalisation luxembourgeois et un peu plus que ça, qu'il sera même un des moteurs indispensables pour garantir que la digitalisation, ce sera quelqu'un qui sera l'affaire de nous tous, de tous les citoyens, et que chaque citoyen trouvera sa place dans soit ce second monde ou ce nouveau monde qui sera donc marqué par la digitalisation. C'est ça mon espoir et j'espère et je suis convaincu que nous le partageons tous. Super, merci beaucoup. Bah, c'était génial, c'était vraiment il y avait beaucoup de discours très intéressants pour montrer le potentiel de la DLH. Maintenant, on est plus ou moins terminé. Je veux juste dire quelques merci. Donc, merci d'abord à tout le monde ici. C'était vraiment intéressant et je sais que c'est un peu préparation, donc merci à vous. On peut déjà aussi applaudir le panel. Juste merci à Stigalax, SNT, Lux Tech School, Scientins Lab, Wide, VR Rangers, The Dots. Merci pour la participation et les choses un peu d'eau pour voir ce qui se passe. Aussi, merci à tous les bénévoles qui ont aidé pour ce soir pour le service formation professionnelle. Merci à Codex pour toutes les technologies et l'aide de ce côté-là. Et merci à Nathan pour faire les nourritures et les boissons. Donc, en parlant de nourriture et de boissons, maintenant, je vous invite pour aller prendre un verre tous ensemble. Et merci encore pour votre présence. Et je souhaite bon courage, surtout pour le DLH. Merci beaucoup. Allez.